Mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, nous suivons le destin d'Héraclès, le plus grand héros de la mythologie grecque. Nous l'avions laissé la dernière fois en fin de formation. Héraclès, en rentrant vers la cité de Thèbes, croise sur la route des envoyés d'Erginos. Ce dernier est le roi des Miniens, un peuple de Béotie. Or, il se trouve que quelques années auparavant, des habitants de Thèbes avaient tué le père d'Erginos. Erginos avait alors obtenu du roi de Thèbes, Créon, que la cité lui livre tous les ans un important tribut en dédommagement en quelque sorte. Le tribut est considérable. Il s'agit d'un troupeau de 100 têtes par an pendant 20 ans. Héraclès, je disais donc, croise sur la route les envoyés d'Erginos venus chercher le tribut annuel. Mais Héraclès juge ce tribut inacceptable, humiliant pour la cité. Aussi, le héros attaque les envoyés d'Erginos et se fait un petit collier charmant avec les oreilles et les nez qu'il coupe à chacun d'entre eux. Puis il renvoie ainsi vers leur maître, les envoyés. Le message semble clair. Et de fait, Erginos, le roi des Miniens, prend cette offense faite à ses ambassadeurs comme une déclaration de guerre. Aussi, il décide d'attaquer Thèbes en représailles. Mais cette attaque échoue. Les murailles de Thèbes sont hautes et surtout les Thébains ont un petit atout en poche, Athéna. La déesse de la stratégie et de la ruse est de leur côté. Cependant, Amphitryon trouve la mort pendant les combats, mais Thèbes gagne et impose même à Erginos un tribut terrible, le double du tribut qu'il avait exigé de Thèbes, soit 200 bêtes par an. Créon, le roi de Thèbes, est très heureux de l'aide apportée par Héraclès. Celui-ci a non seulement annulé le tribut dû à Erginos, mais il a même inversé la situation. Aussi, Créon souhaite faire du tout jeune héros son gendre. Il lui offre sa fille Mégare pour épouse, et de leur union naissent plusieurs enfants. Un jour, alors qu'Héraclès est absent, il faut dire que le héros est parti à la rencontre de Cerbère, le chien à 3 têtes gardant les enfers. Je disais donc, un jour, alors qu'Héraclès est absent, Lycos décide de tuer Créon, le roi de Thèbes, pour prendre son trône. Lycos assassine ainsi le roi, Créon, et ses fils, afin de s'assurer la place. Lorsque Héraclès revient à Thèbes et qu'il apprend le meurtre du roi par Lycos, il est pris d'une terrible et immense colère, une forme de rage, une véritable folie meurtrière. Il faut dire que la jalouse Héra n'y est sûrement pas pour rien. L'épouse de Zeus punit ainsi Héraclès, enfant né d'un amour adultère de son époux. Oui, c'est Héra qui insuffle à Héraclès cette folie meurtrière. Et Héraclès, tout à sa rage, aveuglé par l'hystérie qui le saisit, tue ses propres enfants, les prenant pour les enfants d'autres. Et il tue aussi Mégare, sa femme, qui tente vainement de sauver leur progéniture. La vengeance d'Héra a tardé, mais elle a été plus que sévère. Bientôt, la rage abandonne Héraclès. Il retrouve toute sa lucidité et comprend l'horreur de son crime. Il a tué de ses propres mains sa femme Mégare et ses enfants. Devant l'ignoble forfait qu'est le sien, le jeune héros veut sans plus tarder se suicider pour mettre un terme à une vie qu'il vient de ruiner par son abjecte action. Mais Thésée, vous savez Thésée, le tueur du Minotaure, le roi légendaire de la cité d'Athènes, Thésée, qui vient à peine d'arriver à Thèbes sur ses entrefaits, Thésée prend Héraclès dans ses bras et le raisonne, le console. « Cette rage, cette folie n'est pas la tienne, lui dit-il. » Puis, les deux héros quittent la cité de Thèbes pour se rendre à Athènes, sereins. Mais il faut dire que Thésée et Héraclès vivent ensemble une autre extraordinaire aventure, une aventure héroïque s'il en est. Écoutez plutôt l'histoire d'un drôle de trio, car un troisième homme se joint à l'affaire. Il s'agit de Pirithos.
Et cette histoire est juste un tout petit peu antérieure à celle que je viens de vous conter, qui a conduit à la folie d'Héraclès. Pirithos est le fils de Zeus, un de ses nombreux fils. Il est aussi roi d'un peuple vivant non loin du mont Olympe, le peuple des Lapites. Pirithos se met en tête de combattre Thésée, héros dont on lui rebat les oreilles, dont on lui conte trop souvent à son goût les exploits. Jaloux, Pirithos vole à Thésée une partie de son troupeau, non loin d'Athènes. Les deux hommes s'apprêtent donc à se battre, mais finalement, ils apprennent à se connaître, et bientôt, ils se lient d'une amitié sans pareille. Quelque temps plus tard, Pirithos décide de se marier avec une certaine Hippodamie. Mais la cérémonie du mariage tourne court. En effet, lors de la célébration, les centaures, ivres et violents, tentent d'enlever la jeune épouse ainsi que d'autres femmes lapites présentes et de jeunes hommes. Puis, comme si cela ne suffisait pas, ils tentent de les violer. Pour venger cet inacceptable affront, Pirithos, le roi, déclare la guerre aux centaures, la célèbre guerre qui oppose les Lapites aux centaures. Les combats entre les Lapites commandés par leur roi et aidés par Thésée font de nombreuses victimes du côté des centaures. Mais Thésée, Pirithos et Héraclès vivent encore une autre aventure. Bien des années plus tard, alors que Phèdre, la femme de Thésée, s'est suicidée par pendaison, et que Hippodamie, la femme de Pirithos, est morte, les deux hommes se mettent en tête de trouver de nouvelles femmes. Pirithos pousse son ami Thésée à aller enlever avec lui, à Sparte, la toute jeune Hélène. Elle est encore une enfant. Une fois le rapt réalisé, alors que Hélène est attachée sur le dos d'un cheval qui a permis de fuir les habitants de Sparte poursuivant les kidnappeurs, les deux hommes tirent au sort celui qui aura pour lui Hélène. Et le sort désigne Thésée. Il s'agit désormais de chercher une autre épouse pour Pirithos. Se montant la tête l'un l'autre, il est décidé que ce sera Perséphone, la fille de Zeus et de Déméter, la sublime Perséphone, qui sera désormais kidnappée pour Pirithos. L'idée est quand même d'abord et avant tout celle de Pirithos. Les deux compères descendent jusqu'au royaume d'Hadès pour tenter de ravir la déesse. Il va sans dire que le maître des lieux attrape les deux impies. Comment les attrape-t-il ? Alors que Pirithos et Thésée se présentent au royaume d'Hadès, ce dernier leur demande sans colère apparente, par ruse, de s'asseoir sur un siège qu'il leur désigne. Il s'agit du siège de l'oubli. Les deux hommes s'assoient et instantanément, ils sont rivés au siège. Ils ne peuvent plus se lever, alors que deux serpents viennent s'enrouler autour d'eux comme pour les enchaîner. La séance de torture ne fait que commencer sous les yeux d'Hadès qui n'en perd pas une miette. Il demande notamment à Cerbère, son si cher chien à trois têtes, de mordre et de lacérer les chairs des impies, des imposteurs, de ces deux hommes qui avaient cru pouvoir tromper le divin époux légitime. Cette torture dure 4 ans. 4 années avant qu'Héraclès, de passage par ici pour venir chercher Cerbère, ne reconnaisse Thésée et Pirithos. Ceux-ci l'appellent à l'aide. Il veut bien, mais prudent, il demande l'autorisation à Perséphone de récupérer les deux imprudents. Perséphone accepte. Reste à détacher Pirithos et Thésée du siège magique. Héraclès prend Thésée dans ses bras et tire de toutes ses forces. Thésée est littéralement arraché au siège dans un son de déchirement et de fracas. Héraclès décide maintenant de tirer Pirithos. Et cette fois-ci, la terre tremble. Les bruits se font plus sourds, plus graves. Pirithos ne peut être sauvé sans provoquer la colère des dieux. C'est bien lui qui avait eu cette idée, aussi saugrenue que funeste, d'enlever une déesse.